Accélération à Washington, les discussions à l'ONU se sont achevées sur un échec et dans 6 heures exactement, George Bush va adresser un ultimatum à l'Irak. Si Saddam Hussein ne part pas, la guerre va commencer. Quelles sont les forces en présence? À quel type d'offensive faut-il s'attendre? 3 questions à Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Bonsoir et à tout à l'heure. Le mystère de la pneumopathie, le nombre de cas recensés à Hong Kong a doublé en 24 heures. En France, 2 personnes font l'objet d'examens approfondis à titre de précaution, indique le ministère. Où sont passés les millions d'elfes? Le procès a commencé aujourd'hui par une bataille de procédure. L'ancien PDG Loïc Le Floch-Prigent n'était pas à l'audience. La journée de toutes les grèves demain, prenez vos précautions. À la SNCF, le mouvement s'annonce très suivi. Arrêt de travail également dans l'éducation nationale. Et le 3 avril, ce sont 6 syndicats de fonctionnaires qui appellent à une grève générale. Enfin, les secrets de la création de l'univers se trouvent peut-être au fond de la mer. Un télescope européen d'un genre nouveau va traquer les particules élémentaires au large des côtes provençales. Les premiers tests ont lieu ces jours-ci. Bonsoir à tous, merci de votre attention. George Bush avait indiqué que cette journée serait un moment de vérité. Il n'avait pas tort. Le chapitre diplomatique est donc refermé sur un échec qui affaiblit un peu plus Tony Blair. Et chacun attend maintenant, dans quelques heures, le discours du président américain et cet ultimatum annoncé. On va retrouver Étienne Lénart dans un instant. D'abord le récit de ces quelques heures qui ont fait basculer la crise. Stéphane Breitner. Dans la salle de presse, les journalistes ont compris. Les États-Unis, c'est maintenant certain, vont déclarer la guerre à l'Irak. Comme vous l'avez compris, le sommet d'hier avec le président et les autres leaders aux Açores a confirmé que la voie de la diplomatie est sans issue. Le moment de vérité est arrivé. Saddam Hussein est coupable des charges qui pèsent contre lui. Dans le camp des opposants à la force, les positions sont restées les mêmes. Au Quai d'Orsay, Dominique de Villepin a rappelé encore une fois qu'il fallait éviter l'affrontement. War to any kind of game. It's not a game, it's clear. And I think what is at stake is what do we want for the international community? We have clearly the possibility to go along with the inspectors to try to have a peaceful solution for disarmament in Iraq. À Moscou, même son de cloche, et ce n'est pas parce que le président reçoit au Kremlin des représentants tchétchènes que ses arguments vont changer. Vous connaissez la position de la Russie. Nous avons cherché à résoudre les problèmes que pose l'Irak uniquement par la voie politique. Cette position n'a pas changé. Je suis certain que toute autre solution serait une erreur. Troisième opposant de poids, la Chine, elle aussi partage la même certitude. La position de la Chine est claire et constante. Nous appelons à un règlement politique de la question irakienne dans le cadre des Nations Unies. Il faut faire tous les efforts pour éviter la guerre. Aux Nations Unies, tout le monde savait que la réunion d'aujourd'hui ne déboucherait sur rien. Mais la première victime de cet échec diplomatique ne se trouve pas à New York mais à Londres. Cet après-midi, Tony Blair a perdu l'un de ses ministres les plus populaires. Robin Cook, chargé des relations avec le Parlement, a démissionné pour marquer son opposition totale à la guerre. À une guerre sans résolution de l'ONU, résolution qui n'a même pas été mise au vote. Bonsoir Étienne, on connaît alors les grandes lignes du discours de George Bush, qui a tiré un trait donc sur les discussions diplomatiques et qui va donc s'adresser à la nation américaine ce soir, mais que sait-on des détails? C'est une intervention qui devrait être relativement brève, une dizaine de minutes, faite depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche et dans laquelle le président américain lancera un ultimatum très bref à Saddam Hussein, environ 2 ou 3 jours, probablement entre 48 et 72 heures pour quitter l'Irak. Le président américain devrait également demander à tous les Américains qui se trouvent encore en Irak ou dans la région du Golfe Persique de quitter cette région dans les plus brefs délais. George Bush recevra en fin d'après-midi ici aux États-Unis les leaders du Congrès américain. Il a reçu ce matin l'état-major militaire au grand complet, le chef d'état-major M. Myers, le ministre de la Défense Donald Rumsfeld. Et donc son intervention est prévue à 8 heures du soir, heure de Washington. Il sera 2 heures du matin à Paris. Et au passage, on peut noter, Étienne, l'échec du camp de la guerre à l'ONU qui n'aura finalement pas réussi, loin de là, à obtenir une majorité sur cette fameuse seconde résolution qui n'a finalement jamais vu le jour. Oui, sans porter de jugement trop hâtif, on sentait bien ce matin aux Nations Unies l'immense frustration des diplomates. C'est un échec retentissant pour la diplomatie d'une manière générale. D'un côté, les Américains qui, malgré des mois de négociations, malgré leur prédominance dans le monde, vont partir en guerre avec seulement
3 ou 4 pays derrière eux. Et de l'autre côté, c'est quand même aussi un échec pour les autres pays, ceux qui étaient opposés à la guerre, qui n'ont jamais réussi à trouver de solution acceptable par les États-Unis, par l'intermédiaire du canal des Nations Unies. Merci Étienne. Dans la foulée, l'ONU a demandé à tous ses personnels de quitter Bagdad. La plupart des ambassades ont également été évacuées sur place dans la capitale irakienne. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Jean-François Redoux. Les valises sont prêtes. Dans les hôtels de Bagdad, les inspecteurs de l'ONU sont sur le départ. Tous dormiront ce soir au siège de l'UNMOVIC à Bagdad. Ils évacueront la capitale irakienne demain matin par avion. Ces images marquent définitivement la fin du processus de désarmement. Elles sont la preuve de l'imminence de la guerre. D'ailleurs, les diplomates, eux aussi, évacuent la capitale. Ce matin, le représentant allemand est parti en convoi vers Amman, en Jordanie. Ce soir, la section des intérêts français qui fait ici office d'ambassade ressemble déjà à un camp retranché, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. L'ambassadeur évacuera vraisemblablement les lieux demain matin. Nous serons restés aussi longtemps que les inspecteurs. Au ministère de l'Information, l'heure est aussi au déménagement. Les responsables du ministère évacuent matériels et documents pour les mettre à l'abri d'un éventuel bombardement. Beaucoup de télévisions étrangères qui émettent à partir du toit du ministère évacuent aussi leur équipement. Pendant ce temps, les files d'attente dans les stations essence s'allongent. La population civile n'a pas oublié qu'en 91, il n'y avait plus de pétrole. Les Bagdadis préparent la guerre parce que eux devront rester. Dans un hôpital de Bagdad, nous sommes d'ailleurs témoins d'une incroyable réalité. C'est une petite fille et elle est née aujourd'hui à 14 heures. Et l'autre, c'est un garçon, il est né à 10 heures le matin. Cette religieuse nous explique que ces bébés sont nés par césarienne, uniquement parce que les mamans ne voulaient pas prendre le risque d'accoucher en pleine guerre. Cette femme a donc été opérée à 8 mois de grossesse. Depuis quelques semaines, c'est une pratique courante en Irak. Cette maman dit qu'il y aura forcément un couvre-feu pendant la guerre. Elle ne voulait pas prendre le risque d'accoucher seule, sans électricité, sans eau, sans médecin. Évidemment, pendant la guerre, d'autres enfants naîtront à Bagdad. C'est pour tenter de les protéger que des pacifistes radicaux sont encore là ce soir. Une seule catégorie d'étrangers en dehors des médias restera jusqu'au bout. Ce sont ces boucliers humains. Ils formaient ce soir une chaîne humaine sur l'un des 11 ponts de Bagdad. Un pont qui sera vraisemblablement bombardé par les Américains lors de l'attaque. Et en direct de Bagdad, on retrouve maintenant Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Alors George Bush devrait donner 48 ou 72 heures, peut-être un peu plus, à Saddam Hussein pour quitter le pouvoir et le pays. Y a-t-il une petite chance qu'il obtempère? Que dit-on sur place? Bon, écoutez, c'est très improbable. Ce n'est pas, disons, dans le style de la maison Saddam Hussein. À chaque fois que l'hypothèse a été évoquée, elle l'a été à plusieurs reprises, notamment par des chefs d'État arabes. Elle a été rejetée d'un revers de main et encore tout à l'heure, un responsable irakien me disait que ce n'était pas à Bush de décider qui doit diriger tel ou tel pays dans le monde. Cela dit, vous savez, il se passe des choses incroyables. Vous vous souvenez la semaine dernière de cette exigence britannique que Saddam Hussein fasse une sorte d'aveu public qu'il avait menti et qu'il possédait bien des armes de destruction massive. Toute la communauté diplomatique ici avait jugé que c'était impensable, inimaginable, au-delà de la ligne rouge. Eh bien, aujourd'hui, Saddam Hussein l'a fait. Alors, autre possibilité, qu'il y ait une révolution de palais, là aussi c'est très improbable. Saddam Hussein vit dans un système de sécurité paranoïaque, sans aucune équivalence dans le monde. Il ne reçoit que des gens triés sur le volet, le cercle le plus proche, souvent familial. Les gens sont soumis à fouilles, il a un goûteur, on est même obligé de se laver les mains quand on le rencontre par peur d'un empoisonnement par contact. Alors vous voyez, c'est peu probable. Alors, d'une façon générale, on a plutôt ici l'impression d'un renforcement du contrôle de la population par l'intermédiaire des militants du parti basse qu'un laisser-aller, même si de toute évidence, la population a bien l'impression qu'une page est en train de se tourner.
Merci Alain. Évacuation aussi dans les pays frontaliers, en particulier au Koweït, où Londres et Washington font partir leurs diplomates et leurs ressortissants. Quelques milliers de personnes, image ici de l'aéroport de Kuwait City. La frontière entre le Koweït et l'Irak est maintenant désertée. Plus rien ne se dresse entre les militaires américains et les premières contrées irakiennes. L'une de nos équipes a assisté au départ d'un des derniers convois des forces de l'ONU qui faisait tampon. Claude Sampère, Patrick Desmully. C'est fini. Ces observateurs des Nations Unies sont parmi les derniers à quitter la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare le Koweït de l'Irak. 1300 observateurs, 31 nationalités. Devant nous, le contingent du Bangladesh. Le patron passe les revues en troupe. On se replie, mais il faut rester digne. L'ambiance est étrange. Nous sommes tout au nord du Koweït, à quelques kilomètres de l'Irak. Ces hommes des Nations Unies plient bagages. Ils étaient venus là pour une mission de paix et ils s'en vont. Le convoi s'étend sur plus d'1 kilomètre. Ils sont 400, peut-être 500. Certains sont là depuis des mois. La mission des Nations Unies avait commencé juste après la dernière guerre, il y a 12 ans. On avait créé à l'époque une zone démilitarisée entre le Koweït et l'Irak. Une zone de 200 km de long et ces hommes y patrouillent en permanence. Ils viennent du monde entier, ils étaient là pour la paix et aujourd'hui ils sont sur le départ, impuissants, vaincus. Vous n'êtes pas triste honnêtement de partir ce soir? Oui, sûrement oui, parce que c'est quand même la faillite de la mission. Voilà. On était là pour essayer d'éviter ça et on n'est pas arrivé. C'est un échec terrible, non? Oui, c'est un échec. C'est un échec, je pense que oui. Le départ des derniers observateurs de l'ONU illustre toute l'impuissance des Nations Unies dans cette crise. La guerre est là, maintenant, toute proche. Ce soir, dans le désert du Koweït, plus de 130 000 soldats américains et 28 000 Britanniques sont désormais prêts à lancer leur offensive. Oui, tout semble donc programmé pour une intervention cette semaine. Le quartier général des forces américaines ne se trouve pas au Koweït, mais dans un autre émirat un peu plus au sud et encore plus petit, le Qatar, grand comme 2 départements français et peuplé de 600 000 habitants. Sur place, Laurent Boussier. C'est un hangar discret comme il en existe d'autres sur cette base américaine Al-Salia dans le désert du Qatar. Extérieurement, rien à signaler. Mais dès que l'on franchit les sas de sécurité qui protègent l'intérieur du bâtiment du reste du monde, on est immédiatement pris par l'ambiance de guerre des étoiles qui règne ici. Bienvenue au JOC, le Joint Operation Center, le centre nerveux du déploiement anglo-américain dans le Golfe. C'est d'ici, à plus de 1500 km de Bagdad, que sera lancée et dirigée l'offensive américaine sur l'Irak. Ni chars de bataille, ni hélicoptères de combat ou autre armement lourd, mais dans cet espace, un concentré des dernières techniques de communication cryptée liées à la puissance de calcul des ordinateurs du Pentagone. 180 personnes travaillent ici 24 heures sur 24. Ces officiers utilisent leurs ordinateurs quand ils doivent échanger des informations. C'est basé sur des procédures. Tous ces gens travaillent ensemble pour que l'intégration des données soit la même pour tout le monde. Renseignements opérationnels venus des forces spéciales déjà en Irak, images prises par les drones ou les avions de reconnaissance, photos satellites, position des forces et cartographie, tout arrive ici avant de repartir sous forme d'ordre et de contrôle. Demain mardi, au plus tard après-demain mercredi, le général Tommy Frank, le grand chef militaire américain dans la région, va venir s'installer ici. Ce sera alors le dernier signe avant le déclenchement imminent de la guerre. Alors on va maintenant essayer de comprendre comment peut commencer cette offensive, quel est le rapport des forces. Pascal Boniface nous a rejoint, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. D'abord les positions américaines, explication Gilles Rabin. Au départ, les Américains avaient prévu d'encercler l'Irak pour lancer en même temps 2 offensives. L'une au sud sur Bassora par le Koweït, l'autre au nord sur la région de Tikrit par la Turquie. Car cette fois-ci, contrairement à la première guerre du Golfe de 91, les Américains vont devoir traverser à découvert des kilomètres de désert pour aller déloger des troupes irakiennes retranchées autour des grandes villes du pays. Pour cela, ils ont mis en place un dispositif militaire impressionnant, presque 400 000 hommes, des chars, des hélicoptères, des chasseurs bombardiers, des bombardiers lourds et des bombardiers furtifs, le meilleur de la technologie militaire des États-Unis. Au Koweït, 140 000 hommes, les troupes d'élite américaines et britanniques, appuyées par des blindés, des hélicoptères d'attaque et des chasseurs F-16. À Bahreïn et au Qatar, les centres de commandement et 13 000 hommes. À Oman,
et dans les Émirats arabes unis, 4200 soldats, essentiellement des parachutistes et leurs avions de transport. En Arabie saoudite, 9000 hommes et l'essentiel des chasseurs-bombardiers et du dispositif radar. Enfin, en mer, 5 porte-avions américains, 48 000 hommes, 400 avions embarqués et un porte-avions britannique. Les Américains, semble-t-il, n'ont pas tous leurs effectifs en place et peuvent commencer cette guerre et commencent cette guerre sans avoir toutes leurs unités. C'est qu'en effet, la Turquie n'a toujours pas autorisé le déploiement des 62 000 soldats américains qui devaient lancer l'offensive sur le nord de l'Irak. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir se replier sur une option de rechange, des unités parachutées en territoire ennemi. Après 3 ou 4 jours de bombardements intensifs, l'état-major lancera toutes ses forces dans la bataille. La grande différence, c'est qu'il peut y avoir en même temps que les bombardements des opérations terrestres. Il y a par exemple des endroits que les Américains ne veulent pas bombarder, c'est-à-dire les zones pétrolières. Il y a des endroits que les Américains veulent prendre sans bombarder, c'est-à-dire par exemple l'aéroport international de Bagdad, dont ils ont besoin pour amener des renforts. Évidemment, cette stratégie aura un coût humain plus élevé pour les Américains que la première guerre du Golfe. La fameuse option zéro mort, si chère pendant tant d'années aux États-Unis, fait partie du passé. Voilà, force spéciale, bombardement et intervention terrestre. Pascal Boniface, les États-Unis disent que ce sera une guerre éclair, elle ne prendra que quelques jours. Vous partagez ce jugement ? Oui, c'est probable parce que le rapport de force est très nettement en leur faveur. Ils avaient déjà gagné très facilement la guerre du Golfe en 90-91. Depuis, l'armée irakienne qui a été battue dans cette guerre a été soumise à un embargo. Elle est beaucoup plus faible qu'à l'époque. Les Américains se sont pour leur part renforcés technologiquement. Donc normalement, la guerre ne devrait prendre que quelques jours. Les Américains devraient être rapidement à Bagdad. Alors, on entend beaucoup dire qu'il y avait 10% de bombes intelligentes, entre guillemets, guidées par laser lors de la première guerre du Golfe et qu'il y en aurait cette fois 80%. Et on reparle, on réutilise cette fameuse expression, la guerre propre. Faut-il y croire ? Non, certainement pas. Il y aura peut-être effectivement des frappes plus précises que lors de la première guerre du Golfe, qui, rappelons-le, a fait entre 100 et 300 000 morts. Et là, on avait vraiment bombardé massivement. Mais dès les 40 premières 8 heures, les Américains prévoient d'envoyer 3000 bombes. Et on l'a vu d'ailleurs récemment en Afghanistan et également pendant la guerre du Kosovo. Il n'y a pas de bombardement qui ne fasse pas de dommages dans la population civile. Donc il n'y a pas de guerre propre. Les guerres font des morts par définition. Alors avant d'aller plus loin, Pascal Boniface, on va résumer aussi ce qu'on sait des forces irakiennes avec Richard Binet. La fameuse formule de la 4e armée du monde semble plus fantaisiste que jamais, ce qui n'empêche pas Saddam Hussein, au moins devant les caméras, vous allez le voir, d'afficher un moral excellent. Derrière le rire du président Saddam, peut-être plus qu'une ultime provocation à l'égard de l'Amérique, mais une nouvelle stratégie. Le dictateur connaît l'état de ses forces, 389 000 hommes, 2200 chars, 2400 pièces d'artillerie lourde, 3000 batteries anti-aériennes, 850 lanceurs de missiles. Mais dans quel état ? 12 ans après la guerre du Golfe, le potentiel militaire irakien a été réduit de moitié. Au-delà des parades militaires, de sources américaines, les 3/4 des soldats irakiens ne seraient pas en état de combattre. Sous-équipés, mal nourris, parfois dépourvus de munitions. Saddam Hussein semble avoir tiré les leçons de sa défaite de 1991. Cette fois, il n'y aurait pas de résistance frontale, mais une stratégie visant à attirer les forces américano-britanniques dans des villes comme Tikrit, sa ville natale, défendues par des soldats bien entraînés, les milices du Parti Baas, rompues à la guérilla urbaine. C'est une dizaine de milliers de soldats qui sont le cœur du régime, qui se battront vraisemblablement jusqu'à la mort. Son dernier bastion restera sans doute Bagdad. La garde républicaine, unité d'élite réputée parmi les plus fidèles au régime, assurera la défense de la capitale. Mais ce sont 2 unités spéciales de 10 000 hommes qui protégeront particulièrement les sites stratégiques comme les palais de Saddam Hussein, avec un objectif, tenir le plus longtemps possible. Alors, Pascal Boniface, c'est l'une des hypothèses qu'on entend beaucoup. L'armée américaine, finalement, pourrait avancer assez facilement. Mais la bataille de Bagdad, la guérilla urbaine, lui poserait de gros problèmes.
Oui, effectivement, il y a juste deux inconnus dans la guerre. Ce n'est pas l'arrivée des Américains à Bagdad, c'est de savoir si Saddam Hussein a finalement ou non des armes chimiques qu'il pourra utiliser dans cette guerre. Et deuxièmement, comment se passera la guerre à Bagdad, qui, rappelons-le, est une ville qui compte 4 millions d'habitants et donc qui ne sera pas facile de prendre, avec effectivement quelques milliers d'hommes qui pourront se battre avec la dernière énergie, parce que là, ils joueront vraiment leur propre survie et celle du régime. Et sur les armes chimiques et biologiques, qu'en serait-il de l'état des armements irakiens ? Justement, comme les inspecteurs n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur tâche, on n'en sait rien. Les inspecteurs réclamaient encore quelques semaines, voire quelques mois pour finir leur travail. Ils n'ont pas pu le faire du fait de la solution militaire qui est mise en jeu. Et donc, cela reste une inconnue relative. Dernière chose, Pascal Boniface, vous pensez effectivement que la plus grande partie de cette armée va renoncer à combattre parce qu'elle n'est pas intrinsèquement fidèle à Saddam Hussein ? Oui, d'ailleurs, Saddam Hussein s'est lui-même méfié de l'armée. Il a toujours eu peur d'un coup d'État. Il y a beaucoup de jeunes qui sont peu payés. Le reportage a très bien monté. Et donc, on peut penser que pour la plupart d'entre eux, ce qui reste important, c'est de rester en vie et non pas de défendre un régime pour lequel ils ont assez peu d'attaches. Merci Pascal Boniface d'avoir répondu à nos questions. Une image encore, car on s'attend à un exode de grande ampleur. En Jordanie, la Croix-Rouge installe des villages de tentes qui pourront accueillir des centaines de milliers de réfugiés. Et puis on revient un instant au terrain diplomatique et aux conséquences de cet échec à l'ONU. Hier, on a senti dans les propos de George Bush ou de Tony Blair de l'acrimonie à l'encontre de la France, considérée comme responsable. Alors l'affaire va-t-elle laisser des traces? En tout cas, le ton est encore monté aux États-Unis contre Paris. Pascal Golomer, Tristan Lebras à New York. C'était hier devant le consulat de France à New York. Honte à vous, souvenez-vous du débarquement en Normandie, disent les pancartes. Certes, ils ne sont qu'une poignée à appeler au boycott des produits français, à commencer par le vin bien sûr, mais ce type de manifestation a tendance à se multiplier sous ses formes les plus diverses, jusqu'au sacrifice en public d'une des rares voitures françaises à Nashville. L'affaire resterait anecdotique si le ton officiel lui-même n'avait pas changé. On est loin aujourd'hui des sourires qu'affichaient Dominique de Villepin et Colin Powell aux Nations Unies début février. Le président Bush, hier aux Açores, montrait clairement du doigt la France comme responsable de l'échec de la diplomatie. Les Français ont montré leurs cartes. Après mes dernières propositions, ils ont affirmé qu'ils opposeraient leur veto à toute nouvelle résolution demandant à Saddam de rendre des comptes. Il faudra déterminer l'impact de ce veto. La France, toujours du côté de l'Irak, c'est le message qu'a martelé le vice-président Dick Cheney hier, égrenant toutes les résolutions des Nations Unies auxquelles Paris s'est opposé par le passé. Face à cette offensive en règle, Jacques Chirac s'est adressé aux Américains lui aussi dans une interview télévisée, pour leur signifier toute son amitié. On a de l'estime, de l'amitié, je dirais même de l'affection. Mais si je vois un ami, quelqu'un pour qui j'ai de l'estime ou de l'affection, faire le mauvais choix, c'est mon devoir en tant qu'ami de le mettre en garde, de le lui dire, de le prévenir. Difficile de convaincre l'opinion américaine lorsque les attaques contre la France font partie d'une stratégie de communication à Washington pour expliquer le fiasco diplomatique. Cette crise laissera-t-elle des traces dans les relations économiques et politiques entre les deux pays? Il faudra sans doute attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour le savoir. Cette position de Jacques Chirac reste en tout cas très populaire en France. Sondage Sofres pour le Pèlerin Magazine. 86% des personnes interrogées l'approuvent et 8 sur 10 pensent par ailleurs que cette position renforce l'image de la France dans le monde. Voilà pour ce chapitre consacré à l'Irak. Deux images encore de l'actualité à l'étranger. D'abord, ces nouvelles opérations israéliennes à Gaza. 10 morts et une vingtaine de blessés côté palestinien, notamment dans le camp de réfugiés de Nuseirat, où un bébé de 3 ans compte parmi les victimes. L'armée israélienne poursuit des activistes palestiniens soupçonnés de terrorisme. Et puis la session de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, elle a commencé dans un climat tendu et assez inhabituel dans ces enceintes feutrées. Banderoles de protestation et jets de tracts. Vous vous souvenez que la représentante de la Libye avait été élue à la présidence de cette commission, ce qui avait évidemment choqué beaucoup de monde, d'où ces protestations. Virus ou bactéries, le mystère reste entier ce soir sur l'origine de l'épidémie de pneumopathie qui a déjà fait une dizaine de morts en Asie et au Canada. Les protections sont renforcées aux aéroports. À Paris, 2 personnes sont sous surveillance. Pas de panique, il ne s'agit pas, à l'heure qu'il est, de cas avérés de contagion. Sophie Mézel, Frédéric Faure. Nous sommes dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Derrière cette porte, une femme est à l'isolement. Pas question d'entrer sans protection.
Elle a de la fièvre, une gêne respiratoire, a priori rien d'exceptionnel. Mais comme elle revient à peine de Hanoï au Vietnam, son cas peut être suspect. Elle est hospitalisée effectivement pour que les examens nécessaires soient faits, que ce soit qu'il y ait un lien ou qu'il n'y en ait aucun, ce qui est aussi parfaitement possible. C'est à l'aéroport de Roissy où l'équipe médicale est en état d'alerte depuis 3 jours que les voyageurs présentant des symptômes sont immédiatement pris en charge, en particulier s'ils reviennent du sud-est asiatique. Car c'est là que se situe le point de départ de l'épidémie, et plus particulièrement à l'hôpital français de Hanoï, dont nous n'avons que ces images. À la suite de l'hospitalisation d'un patient décédé depuis, la maladie a contaminé 31 personnes, exclusivement le personnel médical, la moitié des effectifs. Une infirmière est morte samedi, 3 médecins français sont dans un état très inquiétant. Des cas suspects ont été recensés sur 3 continents. La maladie, baptisée SARS pour syndrome respiratoire aigu sévère, gagne à chaque minute un peu plus de terrain. Toutes les personnes souffrantes ont un lien direct avec le sud-est asiatique, à l'instar d'un médecin de 32 ans hospitalisé aujourd'hui en Slovénie à son retour du Vietnam. L'agent infectieux est-il un virus ou une bactérie? 11 laboratoires répartis dans 10 pays y travaillent, sous contrôle de l'Organisation mondiale de la santé. On sait juste que SARS se transmet par voie respiratoire et par contact très rapproché. Aucun médicament n'est à ce jour efficace. Seule précaution à prendre, mettre un masque. Et un numéro vert si vous souhaitez obtenir des précisions ou des renseignements, 0800 150 160, 0800 150 160. L'actualité judiciaire est d'abord ce rebondissement dans l'enquête sur la mort de la petite Sophia, 7 ans, retrouvée il y a 6 jours dans un cours d'eau près de Mulhouse. La mère de la fillette a été placée en garde à vue en fin d'après-midi. Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur sur place. L'enquête sur le meurtre de la petite Sophia progresse lentement, mais elle progresse. Cet après-midi, la mère de la fillette a été placée en garde à vue au commissariat de Mulhouse, officiellement pour vérification. Le 11 mars dernier, au lendemain de la découverte du corps de la fillette dans ce petit ruisseau, le procureur avait déjà évoqué une affaire criminelle importante. Sophia, âgée de 7 ans, a selon sa mère quitté la veille le domicile familial pour rejoindre son frère. Personne ne l'a revue vivante depuis. Les résultats de l'autopsie n'ont jamais été communiqués, mais selon une source proche de l'enquête, on aurait constaté des lésions au cou de la petite Sophia. L'affaire Elf, le procès de tous les excès, s'est ouvert sur des querelles de procédure. Comme souvent, l'audience, rappelons-le, doit durer 4 mois. Dominique Verdaillan, Frédéric Delarue. Une bousculade pour un inventaire à l'après-vert. Célèbres ou anonymes, tous doivent se frayer un chemin avant d'arriver à la case tribunal. Certains se cachent, d'autres se faufilent. André Guelfi, dit Dédé la Sardine, à 83 ans, l'intermédiaire du dossier prend cela avec philosophie. Je suis très satisfait que le procès est dit. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce procès? Qu'est-ce que vous espérez? La vérité. Maurice Biderman, le roi du textile, est le premier mis en examen du dossier. Plus discret, cherchant à rester dans l'ombre, André Tarallo, monsieur Afrique du groupe Elf. Daniel Léandri, un proche de Pasqua et un ancien suppléant d'Alain Juppé pour la touche politique. Souriante, Fatima Belaïd, l'ex-femme de Loïc Le Floch-Prigent, Elf aurait pris en charge le contentieux lié à leur divorce. Souffrant, l'ex-PDG a refusé d'être extrait de sa cellule. C'est son rendez-vous aussi à lui, et il veut se défendre. Et il sent aussi qu'il est attendu, il sent aussi qu'on peut attendre de lui peut-être d'élargir les explications qu'il avait mal fournies ou peu fournies à un moment donné. Hors d'atteindre des objectifs, Alfred Sirvin a rejoint ses 31 coprévenus entre 2 gendarmes. Optimiste, le président du tribunal avait même envisagé d'entendre dès aujourd'hui les 32 prévenus. Ce n'est que partie remise, il lui reste pour cela 48 audiences. Car après la bataille de procédure livrée, il faudra bien ouvrir les 45 000 pages du dossier. Commission occulte, transactions immobilières, enrichissement personnel, opérations immobilières et une addition qui donne le vertige, 183 millions d'euros. À Créteil maintenant, le procès d'un drame attribué au cannabis. Il y a 3 ans, un étudiant, poussé par des amis à fumer un joint et victime d'une crise de délire, avait sauté du 3e étage. Il est resté paralysé des 2 jambes. Gilles Marinet, Madi Diawara. Sa famille n'espérait pas le revoir marcher un jour. Ce jeune homme, en chemise bleue, qui ne souhaite pas dévoiler son visage, s'est pourtant rendu aujourd'hui au tribunal en victime, qui porte de graves séquelles. Le 15 mars 2000, après avoir fumé du cannabis chez des amis au 4e étage de cet immeuble, à Fontenay dans le Val-de-Marne, il saute dans le vide. Crise d'angoisse, perte totale du contrôle de lui-même.
Aujourd'hui, il accuse le cannabis et pour son avocate, le cas est exemplaire car il serait loin, selon elle, d'être isolé. C'est au contraire assez fréquent de trouver des gens qui se prennent pour des oiseaux, qui s'imaginent tout d'un coup qu'ils sont capables de voler ou qui au contraire se sentent si mal qu'ils vont se défenestrer. On en voit tous les jours arriver aux urgences. Donc si c'était si rare que ça, je crois qu'on n'en trouverait pas autant dans les services des hôpitaux. Les 4 jeunes gens qui l'ont incité à fumer ont été mis en examen pour blessures involontaires et détention de produits stupéfiants. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer, pas plus que leurs avocats. Devant le tribunal, ils assurent qu'ils ignoraient les dangers du cannabis. Le cannabis en question était un produit hollandais, concentré, très puissant. Les jeunes gens pouvaient-ils se douter qu'il conduirait l'un d'eux à se défenestrer? C'est tout l'enjeu d'un procès qui pourrait conclure à la dangerosité de nouvelles variétés de cannabis. La mise en service aujourd'hui des 2 premiers centres éducatifs fermés pour mineurs. C'était l'une des propositions phares de Jacques Chirac contre la délinquance des adolescents. Une 60aine de ces établissements doit théoriquement voir le jour d'ici 4 ans. Alors de quoi s'agit-il? De la dernière chance avant la prison. 6 à 10 délinquants y sont admis, encadrés par des éducateurs. Toute sortie non accompagnée leur est interdite. Nous avons pu passer plusieurs jours dans l'un d'entre eux. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Bouquilla, Madi Diawara. Elles sont 3, elles ont 15 ans. Délinquantes multirécidivistes, placées ici par un juge, elles rôdent les équipements du premier centre éducatif fermé en France. Le matin au petit déjeuner, l'ambiance est parfois électrique. Arrête de jouer la belle. Arrête de jouer le boss. Comme pour Nadia et Manon, les tâches ménagères feront partie du quotidien des 8 adolescentes de 14 à 17 ans accueillies à Lusigny. Tu prends Milady? Ouais. En plus du cheval utilisé comme médiateur thérapeutique, les pensionnaires bénéficieront d'une remise à niveau scolaire, géreront une ferme éducative, pratiqueront des sports différents, bref, du sur-mesure adapté à leur profil. Des jeunes qui ont commis plusieurs délits et qu'on arrive au bout de la chaîne éducative et que qu'elle risque l'incarcération. Donc le législateur a choisi de construire ces centres éducatifs fermés, qui ne sont fermés que de façon administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur comme vous avez pu le voir, qu'il n'y a pas de mirador. Par fermeture administrative, la justice entend contrôle judiciaire très strict. Par exemple, aucune sortie sans accompagnateur. Et si jamais la délinquante fugue, elle pourra être incarcérée. Ce centre représente donc une dernière chance avant la case prison, et cette éventualité inquiète un peu les éducateurs. Il peut y avoir des cas difficiles, mais on peut pas, même aux cas les plus difficiles, on peut pas leur dire voilà, ta seule issue c'est la prison, quoi. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça. Faut essayer au maximum de les aider. Il est important avec moi, donc en tant qu'infirmière, le psychologue, les éducateurs et également une psychomotricienne ou un kinésithérapeute qui va intervenir au niveau du centre, qu'on apprenne à ces jeunes filles à reprendre confiance en elles et à réapprendre à aimer leur corps. Car 80% des adolescentes accueillies dans ces centres sont aussi des victimes d'abus sexuels ou de maltraitance. Puis, comme Manon et Nadia, elles ont ensuite plongé dans la délinquance de plus en plus grave. Vol de voiture, tentative d'homicide sur gendarme. On avait piqué une voiture et on a foncé dans le barrage de flics. Est-ce que tu penses que tu as fait des choses graves ou des choses pas graves? Pour moi, je sais pas. J'ai jamais réfléchi d'ailleurs. Je me suis jamais posé la question. Je pense que c'est grave, ouais. C'était grave quand même. Tous les jeunes délinquants qui font des conneries, eh ben, ils ont été victimes avant de faire des victimes. Manon, elle, semble n'avoir qu'une très vague idée de ce qu'est la prison. T'as peur d'aller en prison ou pas? Non, au début je voulais aller pour retrouver mon copain, mais c'est ça, c'est pas mélangé. Non, au début je voulais aller, je m'en foutais. Maintenant je m'en fous aussi, on m'a mis en mimé, mais voilà. J'ai pas envie d'y aller. Tiens pas la longe. Voilà. À Lusigny, le maire et les habitants ont été tenus informés de l'ouverture du centre. Les premières adolescentes sont arrivées aujourd'hui en fin d'après-midi et la campagne bourbonnaise ne semble pas s'en émouvoir. L'actualité sociale, attention si vous prenez le train et si vos enfants sont scolarisés. Journée de grève nationale demain dans l'éducation nationale.
et à la SNCF, où elle promet d'être très suivie. Ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, le mouvement a déjà commencé, mais pour une autre raison. L'agression d'un contrôleur jeudi dernier sur un TGV Paris-Lille. Un train sur 2 seulement circulait donc sur les lignes Paris-Lille, Paris-Calais, Paris-Maubeuge. Alors, ce qui nous attend demain, Alix Bouillaguet. De la débrouille et beaucoup de patience, ce sont dès ce soir les qualités requises pour tout voyageur. Les syndicats ont prévenu, le mouvement qui commence à la SNCF pourrait être le plus important depuis 2 ans. Et jusqu'à mercredi 9h, l'ensemble du réseau devrait être perturbé. Demain, la direction prévoit en moyenne un TGV sur 3. Ceux qui partent seront tous composés d'une double rame. Une exception tout de même, l'Eurostar qui devrait circuler normalement. Sur les grandes lignes, un train corail sur 4 au départ. Comme pour les TGV, leur capacité sera doublée. Enfin, sur les axes régionaux, un TER sur 5 quittera le quai. Sur certaines lignes, le service sera assuré par des autocars. Le trafic risque d'être particulièrement difficile en Île-de-France. Pour les fédérations de cheminots, il s'agit là de dénoncer l'ouverture du transport de marchandises à la concurrence européenne, effective depuis samedi. Autre protestation, cette fois-ci à l'Éducation nationale et même conséquence, une grève générale. En cause notamment la décentralisation ou encore la suppression de postes de surveillants. Cette grève, la 3e en 7 mois, touchera les élèves de la maternelle à l'université. Et pour la première fois, la FCPE, la plus importante fédération de parents d'élèves, appelle à ne pas envoyer demain les enfants à l'école. Illustration de ces difficultés dans l'enseignement, une école primaire est occupée jour et nuit dans la Creuse. Les parents protestent contre une suppression de postes. À terme, l'existence même de l'école serait menacée. Sur place, François Privat, Philippe Ritten. Quand l'école communale d'un village de la Creuse se transforme en camp retranché, les parents d'élèves ont joué de la truelle et se préparent à dormir cette nuit encore dans les classes. Ils protestent contre la nouvelle carte scolaire qui pourrait engendrer la suppression de 6 postes d'enseignement dans le primaire au sein de leur département. On souhaite dénoncer le pillage de nos campagnes, le pillage de nos écoles. On en a marre qu'on nous prenne nos postes. On veut avoir une éducation pour nos enfants qui soit à la hauteur de leurs attentes, de nos attentes. On ne peut pas rester les dindons de la farce, les derniers sur la liste, parce qu'on est justement dans des campagnes. Aujourd'hui, les enseignants, 3 en maternelle et 4 à l'école élémentaire, n'ont pu accéder à leur classe. Début février, l'un des maires de ce regroupement de communes de 1600 habitants a reçu une lettre de l'inspecteur d'académie. Il nous propose une dotation de 3 emplois d'enseignants qui seront mis à disposition de l'école élémentaire de Saint-Pierre et de Saint-Étienne-de-Fursac. 3 enseignants au lieu de 4 ? Au lieu de 4 actuellement. Donc pour vous, c'est une suppression ? Absolument, à aucun moment on parle de suppression, mais très clairement, c'est une suppression. À la rentrée, cette école de 124 élèves pourrait perdre en plus d'un enseignant 2 aides éducatrices. Nos impôts, on les met dans nos bâtiments, dans nos réfections, dans tout ça, et puis tout d'un coup, c'est nous oublier totalement. On a un beau cadre de vie, mais on ne voudrait pas que ça devienne le pays du dernier des Mohicans, hein, c'est tout. Avec leur campement à durée indéterminée, ces parents espèrent attirer l'attention du ministre de l'Éducation nationale sur leur petit village de la Creuse. On reviendra demain, bien sûr, sur ces 2 mouvements dans l'éducation nationale et à la SNCF. Grève toujours, 6 syndicats de la fonction publique, la CGT, la FSU, FO, l'UNSA, la CFTC et la CFE-CGC appellent à un arrêt de travail toute la journée du 3 avril prochain dans toute la fonction publique. Il s'agit de protester contre la réforme des retraites, mais le mouvement porte aussi sur le problème des salaires et des effectifs. Économie, les premiers pas d'Arnaud Lagardère. 2 jours après la mort de son père, il présentait seul les résultats du groupe. François Baudonnet, Jean-Yves Blanc. Comme d'habitude, nous ne changeons rien à notre présentation sur l'évolution de Lagardère Média en termes de progression du résultat d'exploitation. Les affaires continuent pour l'entreprise Lagardère et pour l'homme dorénavant seul à la barre du groupe. Moins de 48 heures après la mort de celui qui l'adulait, Arnaud Lagardère, 42 ans, veut se présenter en capitaine d'industrie, capable de maîtriser ses émotions. Mais je voudrais simplement vous citer une toute petite phrase que mon père m'avait laissée sur un petit papier il y a un certain temps et qui me disait « Chacun agit en toute liberté, écoutant sa conscience et c'est bien ainsi ». J'agirai donc en toute liberté, en écoutant ma conscience, et ce sera bien ainsi. En clair, Arnaud Lagardère est sans conteste l'unique successeur de son père. Et même s'il s'appuie sur l'équipe en place, il tient à son héritage annoncé depuis plus de 10 ans. Si vous me dites fils à papa, je vous dis tout dépend de la connotation que vous lui donnez.
Fils à papa, sûrement dans les faits, ça c'est clair. Héritier d'un père, sûrement. Ce n'est donc pas un fils à papa, mais bien le numéro 1 d'un groupe qui, ce matin, s'est tout de même permis un instant d'émotion avec la veuve de son père. À présent, c'est à Arnaud Lagardère et à lui seul qu'incombera la direction de cette entreprise de 45 000 personnes. Politique, l'ouverture solennelle du congrès de Versailles, députés et sénateurs réunis pour adopter la réforme de la décentralisation avec des implications directes sur la gestion des routes, des écoles ou des fonctionnaires entre autres. Arnaud Boutet, Françoise David. L'événement ne fait peut-être pas la une des journaux, mais tous les parlementaires répondent à l'appel. Dans le cadre imposant du château de Versailles, Jean-Pierre Raffarin tient enfin sa réforme. La décentralisation, c'est un peu son enfant chéri, une révision qui, selon lui, répond à un problème structurel. L'État, à trop vouloir faire, a fini par négliger ce que lui seul pouvait faire. Article 1. Il sera désormais inscrit que l'organisation de la France est décentralisée. L'inscription des régions va donc figurer dans la Constitution. Il y aura un droit à l'expérimentation. En clair, les collectivités locales pourront modifier à titre expérimental les lois et les règlements. Plus de pouvoir égale plus de moyens. L'autonomie financière, voilà justement ce que réclamaient certains présidents de région. Il fallait enfin sortir de ce système centralisé qui a tué les plus pauvres. Dans le détail, voici à quoi peut ressembler la réforme. L'entretien des routes nationales dépend aujourd'hui de l'État. Demain, la gestion deviendra départementale. C'était en partie le cas pour les lycées. La gestion des universités passe de l'État à la région. La gauche s'inquiète des déséquilibres. On veut transférer aux départements et aux régions des charges aujourd'hui assurées par l'État pour l'éducation nationale. Il y a deux risques. C'est les conséquences fiscales pour les contribuables locaux. Puis le deuxième, c'est l'inégalité de traitement des citoyens par rapport aux services publics. Le gouvernement prévoit le transfert de 150 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Des fonctionnaires qui aujourd'hui attendent surtout une grande réforme de la fonction publique. La circulation maintenant, la circulation et les bouchons. Comment décongestionner les villes? Réponse peut-être grâce aux couloirs de bus. Oui, mais comment décourager les tricheurs qui circulent dans ces mêmes couloirs? Réponse encore peut-être avec des caméras. La mise en place à Paris est prévue à l'automne prochain. Yann Jiquel, Alain L'Occasion. Souriez, vous êtes filmé. Vous pensiez vous en sortir comme ça? Eh bien non. Vous savez qu'il y a des caméras qui sont installées aujourd'hui là? Ouais, je sais. Bon, il vaut mieux que je parte alors. Et ça vous fait peur? Normal, hein, j'ai le PV à 900 francs je crois. 137 € exactement. Depuis quelques semaines, la préfecture de police de Paris vous épie, vous photographie et c'est nouveau, vous verbalise. Le but est d'automatiser la chaîne du contrôle à la sanction. Pas plus de 3 jours pour recevoir votre amende dans votre boîte aux lettres. Les gens commencent à se dire qu'on ne va pas pouvoir continuer à rouler plus longtemps impunément, ceux qui n'y ont pas le droit, dans les couloirs de bus, malgré la répression à laquelle nous vivons déjà par l'intermédiaire de nos personnels. Mais chacun sait qu'il ne va faire partout. Donc quand on n'est pas vu, on n'est pas pris. Mais là, avec ce système que nous avons développé, ce sera beaucoup plus difficile d'y échapper. Dans un premier temps, en collaboration avec la RATP, 35 caméras vont être installées aux points sensibles. Fini les vieux modèles, celles-ci sont numériques, équipées d'un zoom, elles pivotent à 360 degrés, peuvent donc prendre les motos. Véritable jeu vidéo géant, mais pour certains avocats, totalement illégal. C'est les plus hauts magistrats de la Cour de cassation qui le rappellent, je l'ai fait juger. Donc si on veut rentrer dans l'illégalité et faire annuler toutes les procédures, eh bien je m'engage à les faire annuler. À Paris, il existe déjà 400 caméras affectées à la circulation. La préfecture de police envisage d'en embarquer à bord des bus. Dans quelques temps, il sera très difficile de passer entre les mailles du filet. Les sciences, les secrets de la création de l'univers se trouvent peut-être au fond de la mer. Un télescope européen d'un genre nouveau, un télescope sous-marin, va traquer les particules élémentaires au large des côtes provençales et par 2400 mètres de fond. Les premiers tests ont lieu ces jours-ci. Nicolas Châteauneuf, Philippe Jasselin. Dernier coup de chiffon avant une vertigineuse plongée par 2400 mètres de fond. Ces globes, ce sont en fait de grands yeux braqués sur l'univers. Ils forment les premiers éléments d'un projet scientifique ambitieux baptisé Antares. Au large de l'île de Porquerolles, en Méditerranée, les scientifiques du CNRS vont utiliser ces sphères, en fait des détecteurs de lumière, pour traquer d'étranges objets, les neutrinos.
Les neutrinos font partie de ces particules cosmiques qui bombardent à chaque instant la Terre, traversent la matière, le plus souvent sans laisser de traces. Seulement voilà, parfois certains neutrinos très chargés en énergie provoquent dans l'eau l'apparition de petites étincelles bleues, les mêmes que l'on retrouve dans les cuves des centrales nucléaires. Ces neutrinos pourraient être des reliques de la création de l'univers, du Big Bang. Et si vous avez ce phénomène de relique, alors vous avez une approche sur ce que pouvaient être des phénomènes de très très haute énergie au moment de la création de l'univers. Grâce à Antares, les scientifiques pourront connaître l'origine des neutrinos et espèrent ainsi en savoir plus sur le Big Bang. Cette brusque explosion qui a donné naissance à notre univers il y a 14 milliards d'années. Au sport, avec d'abord la joie des volleyeuses françaises du RC Cannes qui ont remporté la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. La finale se déroulait hier en Pologne et les Cannoises ont battu les Russes d'Ekaterinbourg 3-7 à 1. Toutes nos félicitations. Enfin, comme chaque lundi, l'image du week-end, c'est du tennis avec un couple à la ville comme au filet. Lleyton Hewitt et Kim Clijsters ont remporté chacun de leur côté le tournoi d'Indian Wells en Californie en simple. Clijsters contre Davenport, 6-4, 7-5. Et Hewitt ici contre Kuerten, 6-1, 6-1. Grâce à cette victoire, l'Australien devient le 4e joueur mondial. La Belge, elle, se maintient à la 3e place du classement. Bravo, monsieur et madame. Avant de refermer ce journal, une annonce. France 2 retransmettra en direct le discours du président George Bush tout à l'heure à 20h heure américaine, 2h du matin heure française. Un discours évidemment très attendu puisque le président américain devrait adresser un ultimatum à Saddam Hussein. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet. Encore du bleu sur toute la France. L'info sur France 2, 23h10, un œil sur la planète. Retour sur un autre conflit, la guerre en Tchétchénie. C'est le magazine de la rédaction présenté par Thierry Tuillier. 1h15, dernier journal Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement. On se quitte sur ces images de la Saint-Patrick. Les Irlandais fêtaient hier leur saint patron. 1 demi-million de personnes dans les rues de Dublin pour cette parade annuelle. À demain. France 2.